Bien, donc merci à tous d'être présents ce soir pour cette deuxième conférence organisée par l'APSES Limousin. Donc, je vais commencer par des remerciements. Donc déjà, merci effectivement à vous d'être ici, de pouvoir permettre à ces conférences d'avoir une certaine visibilité, d'avoir un certain public, parce qu'effectivement, s'il y avait personne qui venait, ça s'arrêterait rapidement. Donc merci d'être là. Merci aussi à la BFM et à la mairie pour nous prêter ces locaux, pour faire la captation vidéo aussi, parce que ce sera enregistré, ce sera rediffusé sur la chaîne YouTube de la BFM. Donc si jamais vous avez besoin de partir avant ou si vous voulez revoir des extraits, ce sera disponible. On ne sait pas encore quand, il faudra qu'on voit avec l'équipe qui sera en charge d'éditer la vidéo. Merci également évidemment à notre intervenante d'avoir accepté de venir ici pour présenter son ouvrage, que je vais moi-même ensuite rapidement présenter avant de lui laisser la parole. Et puis aussi, pour terminer, merci à l'APSES national de financer, parce que ça a malgré tout un coût, et donc c'est l'APSES national qui va financer cette soirée. Alors, je vais commencer au niveau des présentations rapidement pour l'APSES Limousin. Donc, c'est l'association des professeurs de sciences économiques et sociales et on aime bien rester à jour sur nos sujets. Donc, on essaye de faire intervenir le plus possible des chercheurs sur des recherches les plus récentes possibles et des recherches aussi qui vont nous intéresser. Donc, on a déjà fait venir dans la première conférence Federico Tarragoni sur de la science politique, sur le populisme et la démocratie. On a enchaîné donc aujourd'hui avec une sociologue sur les filles du coin. On aurait éventuellement l'intérêt, on serait intéressé pour faire venir un économiste. On est en train de voir quelles seraient les personnes qui pourraient être intéressées, mais en attendant de trouver l'économiste qui pourrait intéresser la plupart d'entre nous, on va le 13 janvier faire venir 2 sociologues sur le genre du capital. Donc rapidement, on vous fera parvenir plus d'informations sur les réseaux qui pourraient transmettre ces informations. Donc, nous accueillons ce soir Yael Anselem Mingui, donc, qui est chargée de recherche à l'INGEP et associée au CERLIS et à l'INED. Donc, c'est des laboratoires de recherche. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit la peine de détailler. Pour ceux qui souhaiteront les acronymes, je pourrais vous en parler davantage plus tard. C'est également la rédactrice en chef de la revue Agora Débat Jeunesse. Et dernièrement, dans l'actualité, vous avez peut-être vu sur les tables à l'entrée, elle est co-auteure avec Laurent Lardeux de Jeunesse, d'une crise à l'autre, justement, qui a été publié en 2022, qui s'intéresse, si j'ai bien lu le résumé, aux derniers épisodes de Covid et pour la jeunesse. Pour ce soir, on a invité Yael Anselem Mingui pour nous parler des filles du coin, donc cette enquête qui a été réalisé dans 4 régions françaises sur la question de la socialisation, des sociabilités, du vécu de ces jeunes femmes en milieu rural, plutôt issues de milieux populaires, et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui justement fait leur vie et parfois leur particularité dans ce milieu rural et par rapport notamment à la fois aux garçons, où il y a d'autres enquêtes qui ont pu s'y intéresser, notamment Nicolas Renaï et Benoît Coquart, mais aussi de regarder par exemple le vécu particulier de ces femmes de milieu rural par rapport aux jeunes femmes de milieu citadin. Et il nous a semblé justement très intéressant de faire venir Yael Anselem Mingui, notamment dans le Limousin, parce qu'on a une jeunesse qui est en grande partie issue des milieux ruraux, et on espère que ça pourra aussi permettre à ces personnes-là de se saisir des savoirs sociologiques sur la question. Pour terminer, je vais donc laisser la parole. Je rappelle juste... au niveau de la conférence, donc on avait intitulé ça « Quelle expérience de la jeunesse pour les jeunes filles de milieu populaire vivant en milieu rural ?» Merci. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour d'être là ce soir et merci pour l'invitation et de me donner l'opportunité de présenter ce travail qui porte sur les filles du coin et dont les terrains sont un peu éloignés d'ici malgré tout. Alors, juste pour vous dire un tout petit peu d'où je parle, les filles du coin, c'est une enquête que j'ai faite dans 4 intercommunalités, dont aucune dans le Limousin, mais depuis, j'ai fait un travail de recherche sur l'expérience des confinements par les adolescents en milieu rural, dont une partie s'est déroulée dans certains villages situés à, on va dire, un peu plus d'une trentaine de minutes, voire 45 minutes d'ici, pas seulement ici, mais dont une partie s'est déroulée ici.
Donc moi, je suis sociologue. Je travaille sur le genre et beaucoup la sexualité. Et en fait, l'idée de travailler sur les filles en milieu rural, elle est venue à la suite de lectures et de lectures de travaux de collègues sociologues qui ont largement redynamisé et réimpulsé l'opportunité de faire des recherches sur la jeunesse rurale. Donc comme le citait tout à l'heure Sylvain, il y a Nicolas Renaï qui a fait un livre qui s'appelle Les gars du coin. Donc vous voyez que j'ai aucune originalité dans le titre puisque je l'ai appelé Les filles du coin. Et puis récemment, il y a Benoît Coquart qui a fait un ouvrage qui s'appelle Ceux qui restent, faire sa vie dans la France en déclin. Et là, j'aurais pu même faire un double vol de titre en l'appelant Les filles du coin, celles qui restent. Tout ça pour dire que quand il y a les gars du coin d'un côté et ceux qui restent de l'autre, on se dit que quand même, ces deux ouvrages-là abordent la question du genre du côté masculin et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour couvrir la connaissance, continuer d'enquêter sur la jeunesse qui vit en milieu rural. Alors depuis, il y a un ouvrage qui est sorti aussi qui s'appelle Des femmes qui tiennent la campagne, qui porte sur les femmes un peu plus âgées que moi, celles que j'ai pu rencontrer, qui a été réalisé par Sophie Orange et Fanny Renard, et voilà, qui vient compléter et poursuivre la connaissance sur les femmes qui vivent dans les espaces ruraux. L'idée de cette enquête, c'était donc de travailler sur les femmes en rentrant par les femmes et pas en les rencontrant en tant que petites copines de, conjointes de, filles de, mais vraiment en les rencontrant parce qu'elles sont des filles et qu'elles habitent dans les espaces ruraux. Et le fait est qu'en France, la grande majorité des gens qui vivent dans les espaces ruraux sont issus de milieux populaires et donc de continuer aussi de travailler sur la jeunesse des classes populaires. Donc il y avait deux enjeux. C'était à la fois travailler sur la jeunesse de milieux populaires et puis travailler sur les femmes. Alors pour continuer d'où je parle et pourquoi, comment s'est faite cette enquête, alors moi je ne suis pas du tout une fille de milieu rural, contrairement à Nicolas Renaï, contrairement à Benoît Coquart. Je suis la seule de ma famille à ne pas vivre en milieu rural, mais j'ai toute ma famille en milieu rural et donc bien évidemment je n'ai sélectionné aucun des villages où vivent des personnes de ma famille pour aller enquêter. Parce que je connais suffisamment les histoires de famille pour ne pas en entendre parler d'abord dans le cadre de mon travail. Et puis ensuite, pour ne connaître que les histoires de famille en tant que personne de la famille et pas de là en entendre parler parce que je suis sociologue et être prise à partie dans des histoires qui me regarderaient, mais finalement qui ne me regarderaient pas, mais qui me regarderaient quand même. Donc voilà, donc ça a été aussi une opportunité, alors pour ma famille et pour mes cousines notamment, de se moquer de moi en me disant, bah alors s'il y avait bien quelqu'un qui pouvait parler du milieu rural, c'était toi. Bon, le fait est que je suis la seule qui a fait des études supérieures très longues, donc en plus, je cumule aussi l'opportunité d'écrire sur elle. Mais en tout cas, de pouvoir discuter aussi des résultats. Alors, j'ai fait une présentation à quelques-unes de mes cousines pour voir un peu comment elles ressentaient cette enquête-là, comment je parlais finalement de filles qui auraient pu être elles, mais qui ne sont pas elles. Donc, cette enquête, elle avait pour objectif de travailler dans une perspective des âges de la vie sur, ben voilà, comme le disait tout à l'heure Sylvain, sur les processus de socialisation et sur les réseaux de sociabilité. L'idée, c'était de comprendre au plus près comment ça se passe quand on est jeune en milieu rural, quand on est une fille en milieu rural, et quand on est en train de grandir, donc pendant l'adolescence et pendant, on va dire, l'entrée dans l'âge adulte. Donc c'est pour ça que j'ai enquêté essentiellement auprès de filles qui ont entre, on va dire, pour aller vite, 15 et 25 ans, avec une grande majorité qui ont plutôt entre 16 et 18, 19 ans. Voilà, en croisant les questions de genre et de classe sociale. Alors cette enquête, elle a été réalisée essentiellement en 2018-2019, heureusement juste avant le Covid. Je l'ai arrêté au tout début du mouvement des Gilets jaunes parce qu'il y a un moment où il faut que les enquêtes de terrain s'arrêtent. Alors ça a été une grande discussion avec moi-même. Hein. Est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Les filles m'envoyaient des photos d'elles sur les ronds-points en me disant « il se passe un truc de ouf, il faut que tu viennes voir ». Et moi disant « mais j'ai déjà trop de matériaux, il faut que je m'arrête ». Et c'est un autre objet, je me relancerai dans autre chose. Bon, avec le recul, je ne sais pas si j'ai bien fait d'arrêter ou pas. On a continué d'échanger après, de voir des photos et tout ça. Mais voilà, le terrain s'est arrêté juste à ce moment-là. Elle a été prolongée par des entretiens complémentaires en 2019-2020, au moment où cette enquête s'est devenue un projet d'ouvrage. Initialement, ce n'était pas l'objectif d'écrire un livre, c'était l'objectif d'écrire un rapport de recherche. Tous les rapports de recherche qu'on fait à l'INJEP, c'est un institut public, sous la tutelle financière budgétaire du ministère de la Jeunesse, et donc tous les rapports sont en ligne gratuitement. Et puis après, il y a eu l'opportunité d'en faire un ouvrage. Et là, je me suis dit, waouh, il faut quand même que je reteste un tout petit peu encore quelques entretiens pour recentrer, savoir vraiment où sont... voilà, parce que forcément, il faut enlever des pages, enlever des pages, enlever des pages, enlever des pages.
Donc, j'ai refait des entretiens. Et puis là, la semaine dernière, j'ai passé 10 jours dans un territoire que je ne connaissais pas du tout, en Ardèche, dans une opportunité de résidence sociologique, dans un village de 322 habitants et habitantes, dans lequel il y a quand même encore 2 usines de fabrication de fils. Et l'idée, c'était de retester encore une fois les hypothèses à l'échelle d'un village, alors que là, j'ai travaillé sur des intercommunalités. Et donc voilà, et puis de voir un peu dans le village, j'ai interrogé une majorité de femmes, mais alors là, de femmes pas toutes jeunes, alors elles seraient un peu vexées si je leur disais ça, mais en même temps, elles m'ont dit que je pouvais les appeler le club des mamies. Donc voilà, mais de voir aussi, de leur présenter ce travail et de voir comment elles réagissaient, même si c'était pas leur territoire, comment elles se prenaient, et elles se prenaient au jeu de discuter sur la sociologie des femmes, la sociologie des mondes ruraux. Donc voilà. Donc, l'enquête, elle s'est passée par entretien. J'ai fait essentiellement des entretiens individuels, donc en passant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 1 fois, 2 fois, 3 fois, avec chacune des filles que j'ai pu rencontrer. Certaines ont pris le temps de me faire visiter le village, ou de me faire visiter les endroits dont elles avaient parlé. Donc ça peut être le City-Stade, ça peut être l'arrière du supermarché, ça peut être la gare abandonnée, ça peut être... Enfin voilà, tous ces endroits-là, il y en a certaines qui ont pris le temps de me faire des visites commentées, on pourrait appeler ça comme ça, pour que je comprenne mieux, et avec leurs commentaires sur place, d'où elles parlaient, de quoi elles parlaient, et qu'elles me montrent aussi exactement où se passaient les choses. J'ai eu l'occasion également, pour une partie d'entre elles, de rentrer chez elles, d'être invitée à rentrer chez elles. Alors, ça rassurait pas mal les parents aussi, hein, parce que une sociologue qui débarque d'on ne sait où et qui demande du temps un peu... beaucoup, et puis qui demandent des espaces assez confidentiels où on va se raconter des choses, c'est toujours bien quand les parents ils nous voient circuler. Bon, l'avantage, c'est que dans les intercommunalités où j'ai travaillé, ça s'est su très très vite. Puisqu'il y a un moment, par exemple, où j'ai pris un car scolaire, puisque j'ai eu l'autorisation de prendre les cars scolaires pour aller observer un peu ce qui se passait dans les cars au début et à la fin des internats, et puis même le reste du temps. Et le chauffeur du car scolaire, le 3e jour où j'étais là, me dit « Ah, mais... t'as fait un entretien avec ma fille ?» Et là, je me suis dit, mince. Donc, je dis, ah, sûrement, peut-être, je sais pas, peut-être pas. Et, mais si, elle s'appelle comme ça. Oh, mais tu sais, j'en ai rencontré beaucoup des filles ici, je suis complètement perdue. Oh là là, puis j'ai pas mon cahier, zut. Mais, et sinon, c'est chouette en tout cas d'être dans le car. Merci beaucoup. Donc voilà, en essayant de ne pas trahir qui a participé, qui n'a pas participé, parce que ça regarde personne, et en assurant du coup, dans la mesure du possible, la confidentialité et l'anonymisation des personnes. Donc c'est quelque chose qui est très important, qui est d'autant plus important quand on travaille sur des espaces ruraux qui sont relativement restreints, où une des choses que les filles racontent très rapidement, c'est qu'ici, tout se sait. Et puis après, elles viennent nuancer qu'est-ce qui se sait, qu'est-ce qui ne se sait pas, et puis c'est quoi ce tout. Mais malgré tout, en partant vraiment du principe qu'ici, tout se sait. Alors, participer à une enquête de sociologie, c'est pas forcément quelque chose qu'on a à cacher, mais pour autant, c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de raconter à tout le monde. Et donc, trouver les équilibres pour faire que ça puisse se faire aussi dans un moment qui soit le plus sympa pour tout le monde. Donc, je suis partie à chaque fois entre 4 et 5 jours dans les intercos, et puis je suis revenue chez moi, et puis je suis repartie 3 semaines plus tard, et puis je suis revenue, et puis je suis repartie, et puis je suis revenue. De manière aussi à laisser le temps, puisque j'habitais pas sur place, à laisser le temps à chacune et à chacun de souffler, parce qu'une sociologue qui débarque, elle pose quand même plein de questions, elle est un peu tout le temps partout, voilà, elle prend de la place. Et du coup, voilà. Et puis, on a maintenu des échanges, alors par photo, par appel, voilà. J'ai raté une super fête à un moment, donc elles m'ont appelé pendant la fête en me disant « Ah, t'aurais trop aimé être là !» Mais il était 2h30 du matin, et j'étais chez moi à Paris, et j'ai fait « Oh là là, mais en fait là, j'ai ma double vie qui voilà, je suis en train de dormir. » Mais du coup, elles m'ont fait des photos, et après, on a commenté les photos de la fête, et pourquoi c'était à cet endroit-là, et qui c'est qu'il y avait à la fête, mais alors est-ce que... Voilà. Donc, c'est une enquête qui s'est faite sur du temps long. Alors, du temps long et du temps court en même temps. Dans la recherche, on a toujours l'impression que c'est trop court. Et en même temps, j'avais quand même les moyens économiques de pouvoir faire cette recherche-là, et donc j'en étais super contente. Pour vous situer un peu les 4 intercos, sans dire où elles sont, les 4 intercommunalités, elles sont dans 2 espaces où il y a beaucoup de tourisme, que vous voyez à l'écran, et où il y a la pointe de Finistère et la Chartreuse. Donc, dans la pointe de Finistère, le tourisme, c'est essentiellement la mer, autour de la mer et de la plage. Hein. Et puis, dans la Chartreuse, le tourisme, c'est soit la rando l'été, soit le ski l'hiver, tant qu'il reste de la neige.
Dans les 2 autres intercos, il y en a une dans les Deux-Sèvres. Alors, dans les Deux-Sèvres, c'est un endroit où les filles disent qu'ici, c'est un endroit où les gens passent mais ne s'arrêtent pas. Ils traversent, parce que c'est sur la route, finalement, de l'océan, mais qui n'est pas un espace particulièrement connu ou reconnu par tout le monde pour faire vraiment une halte. Et puis, dans les Ardennes françaises, donc pas très loin de la Belgique, hein, vraiment, j'étais quelques kilomètres de la Belgique, là, les filles sont assez catégoriques et elles disent qu'ici, les gens ne savent même pas où c'est sur une carte. Donc, j'ai fait des essais, effectivement, même en Master 2, les Ardennes françaises, ça reste compliqué, y compris quand on a fait de la géographie, enfin voilà. Parce que c'est un territoire dont on parle peu, parce que c'est un territoire dont on parle pas beaucoup, excepté quand il y a eu des faits divers. Alors, c'est ce qu'elles disent, hein, chez nous, il n'y a pas que Fourniret. Mais n'empêche qu'il faut se construire avec cette image-là aussi. C'est quelles sont les images qui vont avec le territoire, et quand c'est exclusivement ou quasiment exclusivement un fait divers national, hyper glauque, hyper violent, faut faire avec, quoi. Donc, voilà. Au total, j'ai rencontré 173 jeunes femmes, et il y en a une soixantaine qui a participé à des entretiens individuels. Avec les autres, on a eu des discussions, on a fait des entretiens plus collectifs, on s'est baladé, on a passé des moments ensemble, mais pas des moments avec des entretiens vraiment formalisés au sens de est-ce que tu serais d'accord pour passer du temps pour faire des entretiens individuels. Voilà, l'idée de travailler sur 4 intercommunalités, elle est venue parce que j'avais beaucoup entendu déjà dans les enquêtes précédentes le fait que ce soit une opportunité pour la jeunesse en général, et donc forcément pour les femmes en particulier, le tourisme, et que le tourisme ouvre des portes d'opportunités professionnelles exceptionnelles, que le tourisme ouvrirait aussi la possibilité aux jeunes de rencontrer d'autres catégories sociales, d'autres classes sociales, d'autres gens, et que ça permettrait un brassage formidable. Et donc, je me suis dit, bon, va falloir aller voir quel est ce fameux brassage formidable que nous vendent éventuellement des employeurs ou des politiques publiques ou des politiques, mais voir un peu comment ça se fait et comment c'est en train de se faire. Donc, ça a été aussi ça, d'aller sur 2 territoires où il y a du tourisme, 2 territoires où il n'y en a pas ou beaucoup moins, en tout cas. Donc, voilà. Alors, du côté du choix des territoires aussi, il y a... pour vous donner un peu une idée, il n'y a pas de territoire où il y a une grosse présence d'agriculture, mais ça, c'est un effet d'interco et de métiers, d'emploi dans les intercos où j'ai pu travailler. Mais c'est en lien aussi avec le fait qu'aujourd'hui, dans les milieux ruraux, on retrouve moins de 10% de la population qui travaille en lien avec l'agriculture. L'essentiel des milieux ruraux sont composés d'ouvriers, d'ouvrières, d'employés, d'employés EES. Et donc, c'est ces personnes-là que j'ai pu rencontrer, c'est les enfants de ces personnes-là que j'ai pu rencontrer, les filles de ces personnes-là, puisque typiquement, dans la pointe de Finistère, l'essentiel des emplois dont les filles ont parlé en termes d'usines et d'occupation ouvrière, c'est des usines soit de préparation de poissons, donc on peut avoir dans toute la grande distribution, hein, que ce soit Picard, Carrefour, ils sont fabriqués au même endroit, ou en tout cas en grande partie. Donc de préparation de plats congelés ou de produits congelés, puisque ça arrive en grand port. C'est aussi l'endroit où il y a une usine d'armement, où on fabrique les grenades assourdissantes et les grenades lacrymogènes qui étaient après lancées sur les gilets jaunes. Donc voilà. Dans les Deux-Sèvres, c'était pas mal d'usines en lien avec le fromage de chèvre dans lesquelles les filles que j'ai rencontrées pouvaient travailler, et ou dans les abattoirs. Dans les Ardennes, les Ardennes, il n'y a plus d'usine ou quasiment plus. Là, il y a une usine qui vient de réouvrir. Mais quand moi j'ai enquêté, c'était un endroit où il y avait 28 000 postes d'ouvriers dans les années 80. Et quand j'ai enquêté, il restait 23 postes d'ouvriers et d'ouvrières. Donc ça vous donne un peu une idée aussi des enjeux économiques, des enjeux en termes d'emploi ouvrier qu'il peut y avoir. Et puis, dans la Chartreuse, quelques usines qui résistaient, mais avec une dizaine, quinzaine d'ouvriers et d'ouvrières, donc pas du tout sur les mêmes dimensions que je pouvais avoir dans les 2 autres endroits. Voilà, je reviendrai tout à l'heure sur les emplois dans lesquels les filles que j'ai pu rencontrer vont, vers lesquels elles s'orientent et comment elles font avec et elles s'adaptent tout au long de leur parcours. Alors, l'idée, ça va être de vous raconter un peu cette enquête et de la raconter un peu par la manière dont j'y suis allée. Donc d'abord, je me suis demandé, et puis elles se sont beaucoup racontées sur c'était quoi être une fille du coin. Alors l'expression « les filles du coin », c'est une expression que j'ai beaucoup entendue, et donc j'ai rigolé assez vite en me disant « Oh, c'est drôle, elle existe encore, même 20 ans après le bouquin de Nicolas Renaï ». Et du coup, ça vaut le coup de la reprendre aussi, ça a du sens. Mais j'ai essayé de comprendre c'était quoi être une fille du coin. Donc j'ai interrogé, est-ce que le lieu de naissance était pertinent ? Et très rapidement, elles m'ont dit
ouais, enfin, moi, je suis née à la maternité en ville, quoi. Donc là, j'ai dit, oui, non, mais d'accord. Mais est-ce que finalement, c'est le fait d'être née ici qui fait qu'on est une fille du coin ou pas? Et en fait, ce que je me suis rendu compte au fur et à mesure des entretiens, c'est que ce qui fait qu'on est une fille du coin ou pas, c'est davantage l'histoire familiale. Est-ce qu'on a un ancrage local qui permet de se raconter aussi en lien avec l'espace rural dans lequel on habite, pardon. C'est une histoire locale qui va aussi être ancrée dans l'utilisation de patronymes et qui va permettre de savoir si on est issu d'une famille reconnue au sens de notoriété, de popularité dans les villages ou dans le village dans lequel j'ai pu les rencontrer. Alors typiquement, quand on me dit « Ah ben toi, dis-moi, ça serait bien que tu rencontres la petite machin là, parce que la petite machin, elle aura des trucs à te dire. La petite machin, elle a plus de prénom, mais par contre, on la renvoie à toute sa famille. On utilise son patronyme et on va me dire bah, elle est issue d'une lignée d'ici, et donc ça serait bien, puisque tu fais une enquête sur les filles en milieu rural, que tu la rencontres. » Et cette utilisation des noms de famille, elle n'a pas d'équivalent en milieu urbain, par exemple, de manière aussi forte pour ancrer la personne dans une histoire familiale qui est aussi en lien avec l'histoire locale. Dans le fait d'être une fille du coin, ce qu'on retrouve aussi, c'est de faire partie et d'avoir une inscription dans les formes de sociabilité locale. Donc, par exemple, avoir un père qui est président du club de foot, qui est entraîneur dans le club de foot ou le club de rugby, une mère qui est dans une association ou qui a les clés du foyer des jeunes, par exemple, ou du foyer rural. Et on va voir comme ça comment l'investissement des parents localement va rayonner sur la place des filles et sur l'inscription dans les sociabilités locales des filles, puisque c'est aussi par là qu'elles vont être reconnues comme une fille du coin. Parce que les parents s'investissent, parce que les parents sont aussi présents dans le coin, entre guillemets. Mais finalement, il y a une partie des filles que j'ai rencontrées qui donc cochent un peu toutes ces cases-là. Hein. Elles viennent de là, leur famille vient de là, leurs parents sont d'ici, mais elles ne sont pas considérées comme des filles du coin. Donc c'est aussi des filles qu'on m'a dit, ça sert à rien que tu ailles lui parler, par exemple. Ou elle, là-bas, non mais laisse tomber, la maison là-bas, mais ouais, il y a une jeune, mais vraiment, elle n'est pas comme nous. Donc moi, au bout d'un moment, forcément, hein, c'est l'intérêt de la sociologie, c'est d'aller voir les pas comme nous et de savoir c'est quoi ce nous. Et donc, dans les pas comme nous, il y avait toutes les familles qui ont été considérées comme des cassos. Alors là aussi, c'est une expression qui date depuis dans les années 90, on disait aussi cassos. Alors la seule différence, c'est qu'en sociologie, on n'est pas d'accord sur comment on l'écrit. Mais sinon, c'est toujours à l'oral la même expression qui signifie cassociaux. Hein. Et qui alors recouvre plein de choses. Pas forcément uniquement les personnes qui sont bénéficiaires d'aide sociale, parce que là, sinon, on prendrait un peu tout le monde. Mais davantage celles qui vont être stigmatisées par les autres comme étant plus pauvres, plus précaires, plus en difficulté, à problème. Alors, à problème avec un S, hein, ça peut être les parents qui ont eu des problèmes alors, de violence, d'alcool par exemple, des problèmes aussi dans leurs relations avec les autres parents quand ils étaient jeunes, voire les grands-parents qui ont eu des relations compliquées avec les autres. Et donc, tous ces parents qui finalement ne sont plus ou ne peuvent pas s'investir dans les espaces de sociabilité locale et du coup dont leurs filles ne peuvent pas bénéficier derrière. C'est les parents qui sont mis finalement au banc des autres parents, les familles qui sont mises au banc des autres familles. Donc on m'a dit non mais eux c'est la famille machin, laisse tomber, voilà. Donc moi il a fallu que je compose avec laisse tomber mais y aller quand même, en expliquant que moi l'idée c'était que tout le monde puisse participer, toutes les personnes qui avaient envie pouvaient participer, et puis que j'aille solliciter, en tout cas proposer de participer les personnes qui s'excluaient toutes seules de ce processus d'enquête. Dans le fait d'être une fille du coin, alors sur certains espaces, alors typiquement pas trop dans les Ardennes, mais dans les autres endroits, il y a eu la question de, dans les pas comme nous, il y avait ce qu'on appelle un peu communément les néo-ruraux, c'est-à-dire les gens qui viennent d'arriver. Alors ce qu'elles ont appelé rapidement le bar des gens qui sont aux pieds nus. Donc voilà, en gros les babas cool qui mangent bio, qui mangent du quinoa, mais qui vont jamais à la fête de village. Bon, ces gens-là, c'est des pas comme nous, mais du coup, leurs enfants, même s'ils sont nés ici, c'est pas des gens du coin. Et donc, ces enfants-là ne font pas partie des mêmes sphères de sociabilité, ne bénéficient pas des mêmes sphères de sociabilité, vont s'inscrire dans d'autres sociabilités entre elles, mais on va voir que, excepté l'espace de l'éducation nationale, il n'y a pas forcément toujours de cohabitation et puis de réseau entre elles. Et puis, du coup, il y a forcément la constitution des groupes d'amis
qui sont visibles, qui sont largement reconnus localement, dont on va retrouver forcément dans le quart scolaire les mêmes groupes de copines, et puis après je vais les croiser, et puis donc elles vont se distinguer des jeunes avec qui il ne faut pas traîner. Donc on m'a parlé des racailles, on m'a parlé de ceux qui posent problème, et dans ces cas-là, c'est essentiellement les garçons. Moi, quelque chose pour moi qui a été toujours hyper intéressant, c'est quand je leur ai demandé, alors du coup, est-ce que tu peux me décrire un peu les filles qui habitent ici? En fait, très rapidement, on m'a parlé au masculin, et en fait, elle me parlait des garçons. Elle me parlait des garçons du village, des garçons du coin, parce que c'est aussi les personnes qui sont le plus dans l'espace public. Si les filles, elles traversent l'espace public et elles sont en permanence mobiles dans l'espace public, les garçons, ils sont dans l'espace public, au sens ils sont posés dans l'espace public. Ils vont être à un endroit et on va pouvoir les voir à cet endroit-là. Et elles vont finalement circuler dans ces espaces, mais pas s'arrêter. On verra tout à l'heure un des exemples pourquoi. Donc toutes les filles que j'ai rencontrées, elles sont majoritairement issues de milieux populaires, dont les deux parents ne travaillent pas toujours, parfois en situation de famille monoparentale, et parfois aussi avec des parents qu'elles considèrent comme en situation de handicap, mais qui ne sont pas forcément reconnus handicapés par la MDPH. Donc ça veut dire que quand on n'est pas reconnu comme handicapé, on n'a pas les allocations qui vont avec, on n'a pas les aides sociales qui vont avec. Donc ça a des conséquences aussi sur le travail, le fait de ne pas pouvoir travailler, être en difficulté, mais sans bénéficier. Donc ce qu'on appelle après le non-recours. Et il y en a quelques-unes qui font partie de la petite classe moyenne, où les deux parents travaillent en tant qu'employés ou assistantes de direction, aide-soignante par exemple, ou assistante de gestion. Et puis, il y en a quelques-unes par effet de terrain qui sont filles de militaires, par exemple, alors pas de gradés, mais de militaires. Voilà. Et puis voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé cette enquête, avec des vies qui quand même sont assez interloquées que je vienne dans leur village, comme ces deux filles qui me disent « Mais ici, tu cherches des gens, mais tu vas chercher longtemps. Tout est plus compliqué, car t'es loin et t'es isolé. Ici, c'est pas trop l'image de la jeunesse d'aujourd'hui. » Oui, et quand tu arrives, tu ne penses pas qu'il va y avoir des jeunes. Hein. Même toi, avec ton enquête, tu ne pensais pas trouver des filles pour participer, je suis sûre. La campagne, ça fait vieux. Et donc, c'est aussi comme ça que je suis arrivée sur les différents villages où j'ai pu enquêter, avec cette représentation de devoir justifier, mais pourquoi je voulais m'intéresser aux jeunes alors que la campagne, ça fait vieux. Donc, du coup, voilà. Et donc, toute la définition, essayer de comprendre c'est quoi les enjeux d'être une fille du coin, ça a été aussi de montrer comment c'est lié au capital d'autochtonie, c'est-à-dire en dehors du capital économique, en dehors du capital scolaire, en dehors du capital de toutes les autres formes de capitaux, quels sont les capitaux dont on peut bénéficier parce qu'on est issu de l'espace dans lequel on habite pour le faire valoir et qui peut permettre d'accéder à certaines sphères économiques, à certaines sphères de sociabilité et tout ça. Donc typiquement, les filles dont les pères ou les frères sont dans les clubs de foot vont être investies dans les associations et vont pouvoir rentrer dans les sociabilités masculines parce qu'elles vont accompagner leur père, par exemple, voir un match. Et donc ça, depuis l'enfance et, au fur et à mesure, l'adolescence. Et donc tous ces moments-là, ça va permettre aussi d'ouvrir des opportunités que les autres n'ont pas. Alors, après, dans leur définition d'être des filles du coin, on a pas mal parlé des copines. Alors, il y a les copines, il y a les amis. Je ne reviendrai pas sur la différence entre les deux parce que ça prendrait des heures et des heures. Il y a le fait d'avoir grandi ensemble qui est très important, où elles montrent bien qu'en fait, il y a des effets d'amitié familiale qui font qu'elles ne se sont jamais posé la question de si elles étaient copines ou pas, parce que de toute façon, ils et elles ont grandi ensemble. Et ce qu'elle montre bien et qui est assez intéressant en termes de rapport de genre, et qui, moi, comme je travaille pas mal sur la sexualité, je les ai peut-être incitées à parler là-dessus, mais c'est les amitiés de l'enfance qui sont mixtes, et puis arrive l'adolescence, où d'un seul coup, les parents découvrent que leurs enfants ont un sexe, et que les enfants ne peuvent plus dormir ensemble dans la même chambre. Et donc, elles vont rigoler, et elles vont raconter comment, par moment, leurs parents ont complètement paniqué parce que... alors qu'ils dorment ensemble depuis toujours et qu'ils ont été dans les mêmes piscines de jardin et tout ça, et ou à la plage, et ou faire des batailles d'eau, voilà, d'un seul coup, ils se posent la question de « mais est-ce qu'ils ne vont pas sortir ensemble? Est-ce qu'ils ne vont pas coucher ensemble ?» Et donc séparer les filles des garçons. Elles vont raconter comme ça le fait d'avoir toujours grandi ensemble, mais aussi d'avoir jamais pu aller voir telle ou telle famille. Et donc, elles vont aussi faire part d'héritage de relations familiales, d'inimitiés familiales, voire de familles ennemies, où on se rend compte, quand on les fait parler, que cette construction de famille ennemie avec qui il ne faudrait pas aller,
elle est essentiellement liée au capital, au patrimoine et aux histoires de famille en lien avec la redécoupe du jardin, du passage, de la maison qui a été récupérée par, de la grange qui a été récupérée par, de cet espace qui, au moment des grands-parents, voire des arrière-grands-parents, s'est mal passé et qui se transmet des parents aux enfants, même si tout le monde dit « Oh, c'est de l'histoire ancienne ». Et la semaine dernière, quand j'étais en Ardèche, on m'a beaucoup dit « Non, mais ça, c'est passé ». Mais tout le monde m'en a parlé. Donc, c'est passé, mais c'est bien dans la tête de tout le monde et ça participe à construire des relations qui sont possibles et des relations qui ne sont pas possibles. Alors, ça ne veut pas dire que les filles ne voient jamais les familles dont il ne faudrait pas, les familles ennemies, mais c'est plus compliqué et ça demande un autre travail, une autre stratégie pour se cacher de voir ces familles ennemies ou ces garçons avec qui il ne faudrait pas sortir. Ce qu'on va voir également dans la construction de leur groupe d'amis et de copines, c'est à quel point, en fait, elles vont expliquer que de la maternelle à la primaire, même si on va changer de village, on va être avec les mêmes gens. De la primaire au collège, on va être souvent encore avec les mêmes gens, même si ça s'ouvre un peu. Au collège vont se mélanger aussi des histoires de querelles de villages et de villages qui ne se mélangeaient pas jusque-là. Et donc, il va falloir composer avec en fait, les représentations qu'on avait avant du village. Et puis finalement, ils ne sont pas si différents de nous. Et puis arrivent les années lycée, qu'elles soient professionnelles, technologiques ou générales, où là, elles vont dire « mais là, ça m'a soulagée, là, je me suis libérée, là, j'ai pu souffler ». Et en fait, on va voir comment le contrôle social va être un peu moindre parce que ça va brasser beaucoup plus de monde, de beaucoup plus de villages différents. Et puis surtout, il va y avoir un effet d'opportunités de choix et non-choix d'orientation scolaire, mais qui vont commencer à construire des profils de personnes qui nous ressemblent plus que juste le fait d'habiter pas très loin. Donc voilà. Et donc, elles vont expliquer en fait comment cette tension entre l'école où c'est chouette, où tout le monde se connaît, et le poids du fait que tout le monde se connaisse, le fait qu'au collège, au bout d'un moment, on est déjà sortis avec les uns, avec les autres, donc les opportunités de ressortir ensemble, c'est pas forcément top. Et donc, voilà, quand on grandit, il y a aussi toutes ces opportunités dans les relations, dans les amitiés, qui permettent de se construire. Et puis, il y a les effets de partager des expériences fortes ensemble qui vont construire les groupes d'amis, qui vont les consolider. Alors, ça peut être des expériences très, très fortes, comme des expériences qui sont considérées comme fortes, comme on a fait du stop et on n'avait pas le droit. On a fait du stop ensemble. Et le problème, c'est que, alors ça, c'est une anecdote qui était importante pour le groupe de filles que j'ai rencontré. Elles étaient 3, elles ont fait du stop. Les parents avaient dit « jamais tu feras du stop, si tu as un problème, tu nous appelles ». Un peu fières parce qu'elles ont raté le quart scolaire, parce qu'elles ont bavardé, qu'elles ont discuté, que voilà. Elles ne voulaient pas appeler leurs parents, elles ont fait du stop. Et c'est le maire du village qui les a prises en stop. Bon. Et là, c'est plus possible de mentir. Elles essayent de négocier qu'ils ne disent pas trop, mais en fait, ça se saura quand même, parce que de toute façon, tout se sait. Donc voilà. Et des anecdotes comme ça où on essaye de se débrouiller par soi-même parce qu'on grandit, parce qu'on est ado, parce qu'on est jeune, dans un endroit où finalement les allées et venues sont habituelles, c'est pas finalement si évident que ça. Et puis après, il y a les évolutions des groupes d'amis, mais dont on en reparlera tout à l'heure dans la construction des couples, mais les évolutions des groupes d'amis, de l'enfance, de la jeunesse et du travail, où là, on voit une grosse différence par rapport à leur mère et à leur grand-mère, par exemple, c'est le maintien de relations d'amitié, notamment par des groupes WhatsApp, pour ne pas citer l'application, où même si elles vont basculer au lycée, elles vont maintenir des relations avec leur groupe d'enfance. Même si elles vont embaucher, elles vont continuer à maintenir des groupes avec celles du lycée, celles du collège, celles du village. Et donc, comme ça, elles vont maintenir des groupes, ou même quand elles vont se mettre en couple, ça va être la même chose, elles vont continuer d'avoir des relations, même si elles sont numériques, avec les autres, tandis que leur mère devait basculer d'un groupe à un autre sans revenir finalement, sans pouvoir contacter éventuellement les autres. Donc ça, c'est quelque chose qu'elles considèrent et qu'elles disent à juste titre, comme étant une des forces et une des forces des réseaux sociaux, c'est de pouvoir être finalement différente avec chaque groupe, mais de maintenir des liens avec chacun et de pouvoir envoyer des photos, avoir des nouvelles, sans forcément continuer de se fréquenter. Donc c'est des choses qu'on va voir quand arrivent les premiers enfants, par exemple, ou quand il y en a une qui se met en couple, ou quand il y en a une qui va se marier, ou quand il va se passer des grands événements dans leur vie, elles vont s'échanger selon les groupes telle ou telle information. Donc voilà. Et puis,
Du côté des groupes de copines, ce qu'on va voir, c'est qu'elles vont aussi forcément, hein, mais ça, c'est pas du tout propre aux filles de milieu rural, elles vont aussi se construire leur groupe de copines et de copains par opposition. Alors ça, c'est un truc qui est généralement fait chez les jeunes, et puis même pas que chez les jeunes. On se construit par opposition aux autres. Alors moi, ce qui m'a été pas mal revenu, c'est mais alors nous, on n'est pas avec les autres, ceux qui traînent, qui boivent et qui fument. Alors les filles que j'ai rencontrées, elles boivent, elles traînent et elles fument. Mais elles boivent, elles traînent et elles fument pas de la même manière que le groupe qu'elles vont pointer comme étant à problème, qui boit, qui traîne et qui fume. Et donc l'idée, ça a été de voir qu'est-ce qui fait partie de boire, traîner et fumer dans l'acceptable, dans l'inacceptable, et qu'est-ce qui fait qu'il y a des moments où c'est acceptable ou non. C'est acceptable quand c'est pour la fête, c'est moins acceptable quand c'est une fille dans l'espace public qui boit une bière, typiquement. Mais même si, le fait est que sur les photos, je les vois boire de la bière et je leur dis « Mais toi, du coup, là, quand tu bois une bière, comment ça se passe ?»« Non, mais là, c'était pas pareil, on allait à une fête, on était nombreuses. » En fait, les autres aussi, c'est juste que, comme c'est pas ton groupe, ça devient problématique. Quand c'est dans ton groupe, tu y mets l'essence que tu veux. On va avoir la même chose avec les filles qui sortent trop ou qui se maquillent trop. Les filles qui sortent trop avec des garçons, par exemple, alors le trop étant très subjectif, mais va permettre de se distinguer des autres pour faire valoir aussi la manière dont on a de se contrôler. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans le discours des filles, c'est les enjeux en termes de respectabilité. Alors, il y a une sociologue en Angleterre qui s'appelle Beverly Skeggs et qui a beaucoup travaillé sur la respectabilité des filles de milieu populaire en enquêtant sur un lycée professionnel. Mais voilà, et en fait, pourquoi on va se distinguer du groupe des autres, pourquoi on va chercher tout le temps à se montrer par opposition, c'est aussi pour être dans une position respectable par rapport aux autres filles de son groupe, pour faire que son groupe soit aussi respectable, mais aussi par rapport à la sociologue à qui on parle, mais aussi par rapport au reste des jeunes. Donc voilà. Et puis, dans cette constitution du groupe par opposition, il y a la stigmatisation de la pauvreté qui est quand même très importante dans les propos des jeunes que j'ai pu rencontrer, à savoir, ces jeunes qui sont plus pauvres, on ne peut pas vraiment être avec eux, et qui va avec une expression que j'ai pas mal entendue qui dit de toute façon, quand t'invites pas, t'es plus invité, et si tu peux pas ramener un cadeau d'anniversaire, de toute façon, tu vas pas à l'anniversaire. Et donc, il y a tout cet enjeu-là qui se passe dès l'enfance, c'est-à-dire que si tu n'as pas les moyens d'assurer un cadeau d'anniversaire, tu n'iras pas à l'anniversaire parce que c'est la honte d'arriver sans cadeau. Et le fait d'avoir refusé d'aller à un anniversaire auquel on est invité, on n'est plus invité. Et ou le fait d'aller à un anniversaire et de ne jamais fêter soi-même son anniversaire pendant l'enfance, ça fait qu'on devient dans les familles qui sont mises à l'écart. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, mais c'est quelque chose qui perdure sur cette stigmatisation de la pauvreté qui va avec le fait que dans les espaces ruraux, tout le monde sait un petit peu qui habite où, tout le monde regarde aussi un petit peu. Alors, est-ce que la pelouse est tondue? Est-ce que la peinture est refaite? Est-ce que les rideaux sont bien tirés? Ou au contraire, est-ce que les rideaux sont déchirés? Est-ce qu'il y a une vieille caravane au fond du jardin ou une vieille voiture au fond du jardin toute pourrie? Ou au contraire, est-ce que le jardin ressemble à quelque chose? Et tous ces éléments-là, c'est des éléments qui vont participer aussi à produire du discours sur la pauvreté et participer à produire des classements et des formes de déclassement entre personnes qui habitent dans le même espace rural. Cette stigmatisation de la pauvreté entre personnes de milieu populaire, elle est importante aussi parce que, et ça c'est quelque chose qu'on va trouver pas que dans les espaces ruraux, mais avec la crainte que la pauvreté vienne aussi nous toucher, vienne aussi nous concerner. Donc quelque part que de la pointer du doigt, ça fait qu'on ne se sent pas aussi pauvre que celui qu'on va pointer comme étant pauvre. Donc il y a tous ces moments-là qui vont être discutés sur la composition des gens avec qui on est copain, avec qui on est copine, et puis qui va être exacerbé avec Le Bon Coin, typiquement, puisque tout le monde sait qui vend quoi sur Le Bon Coin, contrairement aux espaces urbains où on sait en fait dans un quartier ce qui se vend, mais on ne peut pas rapprocher ça à qui vend quoi. Et en fait, dans les espaces ruraux, et je ne pensais pas que c'était à ce point-là, mais voilà, elles savent très bien qui va vendre une télé, et donc en fait, quand la photo elle est faite de la télé, tout le monde regarde surtout ce qu'il y a en dehors de la photo de la télé. Est-ce qu'il y a une deuxième télé? Alors, t'as vu, ils ont acheté ci. Ah, t'as vu, il y a un énorme aquarium. Ah, t'as vu, il y a ci. Ah, t'as vu. Et ils se sont achetés un nouveau... J'ai vu la dernière fois que machin, il s'était acheté un nouveau siège pour les jeux vidéo. Je dis, ah bon, comment? Et du coup, tu vas jouer aux jeux vidéo chez lui? Ah non, non, j'ai vu sur Le Bon Coin. Mais il a vendu son siège. Non, non, mais c'est parce qu'en fait, la photo était...
Ah oui, donc en fait, c'est ça. Et voilà. Et puis après, j'ai testé quand j'ai présenté l'enquête, y compris aux adultes des intercos, ça marche aussi. Enfin, les adultes passent beaucoup de temps à commenter ces photos-là. Donc voilà. Donc là, il y avait, je vous ai mis un petit extrait d'entretien parce que je pense que c'est important aussi d'entendre comment elle racontait ça. Mais là, c'est Océane qui a 19 ans et qui raconte quand j'étais au primaire, j'avais une copine que mes parents n'aimaient pas trop parce qu'elle avait volé ci, elle avait volé ça au casino en haut. Et nous, on disait, mais elle est gentille et tout. Et au final, arrivée au collège, cette copine-là, elle nous a fait des petits coups. On va dire, franchement, je sais même plus ce qu'elle a fait comme coup. Et depuis le collège, on se parle plus. Donc finalement, tu réfléchis et tu te dis, bah maman, elle avait raison. C'était pas une bonne copine parce qu'elle a fait des petits coups dans ton dos finalement. Du coup, depuis, enfin, on se parle plus, enfin, on lui parle plus. Que ce soit moi, ma sœur, mes autres copines, du coup, mon groupe là, non, on lui parle plus. Donc on voit bien comment une histoire qui avait été préparée par les parents, enfin par la mère qui dit non, c'est pas une fille avec qui il faut traîner, le moindre petit truc fait que, hop, elle va se faire exclure d'un groupe de copines dans lequel elle était a priori intégrée à un moment. Sur les rapports de genre et les espaces ruraux, donc on a parlé pas mal de où est-ce qu'elles se retrouvent avec leurs copains, avec leurs copines. Et qu'est-ce qu'il y a de différent entre les filles et les garçons? Alors c'est une question que j'ai posée parfois franchement parce que je savais plus comment faire. Des fois on n'a plus trop d'idées de questions en tant que sociologue, et donc je me suis dit je vais poser la question franchement. Est-ce qu'elles voient des différences dans leurs histoires de vie entre elles et leurs cousins, leurs copains, leurs frères, leurs voisins ou pas? Et de manière, alors pour moi un peu surprenante parce que je suis pas du tout une sociologue du sport, dans les 4 intercos, il y a des filles qui ont pris le sport comme étant un élément très important pour montrer les différences entre les filles et les garçons. Et alors, moi, je leur parlais des loisirs, mais dans les loisirs, c'est le sport qui est revenu beaucoup. Et en fait, elles vont expliquer que dans les loisirs encadrés, en fait, l'offre, elle va s'amenuiser au fil du temps et au fil de l'adolescence, tandis que pour les garçons, elle va se maintenir. Alors, typiquement, elles vont expliquer comment, pendant l'enfance, on est en équipe mixte. Quand on fait du sport, on est en sport co-mixte, tout le monde est ensemble, tout ça. Arrive le début du collège, il y a des équipes pour les filles et des équipes pour les garçons. Et donc, il faut trouver des entraîneurs ou des entraîneuses pour les équipes de filles. Et là, c'est compliqué. Et en fait, elles vont raconter leur parcours sportif au gré des entraîneurs disponibles et pas du tout au gré de ce qu'elles avaient envie de pratiquer. Donc, il y en a une qui va basculer du basket, où elle adorait ça, à la danse, alors que bon, ça ne l'intéressait pas plus que ça. Après, elle va reprendre le volley et puis après, elle va reprendre le basket. Mais c'est parce qu'en fait, l'entraîneur, elle est partie, il y en a un qui est revenu, après il y en a une qui est partie, après il y en a un qui est revenu. Voilà. Ce qu'elles vont raconter également, c'est que les garçons, eux, ont toujours des entraîneurs pour les entraîner. Et puis, ils ont plus d'opportunités de match à proximité. Il y a plus d'équipes de garçons, de jeunes hommes, que d'équipes de filles ou de jeunes femmes en face. Ce qu'elles vont raconter également, au-delà de l'offre inégale, c'est la difficulté quand on grandit, puisque quand elles ont entre 16 et 17 ans, elles vont finalement devoir faire avec les équipes seniors. Et donc, d'un seul coup, elles vont se retrouver propulsées en tant qu'adolescentes ou jeunes femmes dans des équipes où il y a des femmes de 30, 35 ans qui sont là pour faire du sport, souvent le soir, à des horaires, souvent le vendredi soir par exemple, mais elles rentrent de l'internat, elles n'en peuvent plus, elles n'ont qu'une envie, c'est de se poser, pas forcément d'aller au sport à ce moment-là. Et elles vont se retrouver avec des femmes qui ont 30 ans, et comme dirait une des filles, elle me dit, et là, elles m'ont raconté la diarrhée du petit dernier. Mais moi, je m'en fous. Et voilà, effectivement, le sport ne sert pas qu'au sport, le sport sert aussi aux sociabilités, à sortir, à se retrouver entre personnes du même âge. Et en fait, il y a tous les à côté du sport qui sont importants dans la pratique sportive. Il y a l'intérêt pour le sport de se dépenser, de se muscler, tout ce qu'on peut entendre, mais il y a aussi le fait de pouvoir aller rencontrer d'autres jeunes, de pouvoir partager des cultures juvéniles. T'as vu quoi comme série? T'as fait quoi ce soir? Tu fais quoi ce week-end? Ah, je pourrais pas venir avec toi pour aller à tel endroit. Tout ça, quand on est avec des femmes de 30, 35 ans, voilà quoi. Quand on en a 19, 17, 16, pas forcément, en fait, ça va pas devenir des copines. Et elles ont plus des rôles de mère et c'est compliqué à gérer. Et donc, on va voir comment ces filles, il y en a une partie qui va arrêter le sport. Alors, c'est quelque chose qu'on voit de manière générale à l'adolescence pour les filles, qui va clairement convenir aux adultes, puisque les filles qui arrêtent le sport investissent clairement l'espace domestique. Donc, elles vont investir les maisons, elles vont investir un peu plus l'école que les garçons. Et puis, on est dans un univers social quand même en France où on pense que les garçons, il faut qu'ils se dépensent physiquement
parce que ce sont des garçons, tandis que les filles, elles n'auraient pas besoin de se dépenser physiquement et que bon, une fille, ça aime pas trop le sport à l'adolescence, c'est normal. Et donc, dans cette idée-là de les filles, ça aime pas trop le sport et c'est normal, on va pas s'inquiéter de filles qui vont arrêter le sport, on va pas se préoccuper du fait qu'elles vont investir l'espace domestique et qu'elles vont rester les unes chez les autres et puis s'inviter les unes chez les autres. Tandis que les garçons, s'ils sortent pas assez, ils vont causer des problèmes. Donc, il y a tout cet enjeu-là qui va arriver. Une autre manière qu'elles avaient de souligner, et donc elles m'ont imposé de prendre le skatepark en photo, en me disant, alors là, tu vois, nous, quand on accompagne des potes, en fait, ce qu'on peut faire, c'est juste s'asseoir dans une flaque d'eau. Et pour elles, c'était important de souligner qu'en fait, sur un skatepark, la place qu'elles peuvent avoir si elles ne font pas du skate, c'est uniquement de poser leurs affaires par terre dans des flaques d'eau. Au sens de, on est relégué dans les flaques d'eau. En fait, on n'a pas d'espace, on n'est pas attendu dans ces espaces-là, on n'est pas bienvenu. Et donc, on n'y revient pas, il ne faut pas s'étonner. Donc voilà. Et donc, c'est tous ces éléments-là qu'elles vont pointer dans leur pratique sportive. Et donc, quand elles ont pris le sport en exemple, ça rendait aussi beaucoup compte de qu'est-ce que l'absence de sport collectif, l'absence d'équipe, leur permet pas d'avoir en termes de mobilité, en termes de réseau amical, en termes de rapport à la ville, en termes de opportunité de connaître leur territoire, de fréquenter d'autres jeunes. Et puis enfin, sur les loisirs qui sont un peu en vogue dans les territoires de la pointe de Finistère et puis de la Chartreuse, par exemple, j'ai pas mal entendu de filles qui m'ont dit non, moi, le surf, j'aime pas ça. Moi, le ski, j'aime pas ça. Et des filles dans les quatre intercos qui m'ont dit non, moi, j'aime bien marcher, j'aime bien la randonnée. Alors, je me suis dit, tiens, c'est drôle, toutes ces filles qui n'aiment pas le surf et qui n'aiment pas le ski. C'est étrange. Et donc, j'ai creusé un peu avec elles. Et en fait, on se rend compte à quel point c'est des activités sportives classantes économiquement, classantes socialement, dans lesquelles elles ne s'y retrouvent pas du tout. Et donc, une manière de sortir la tête haute en entretien, de pouvoir dire « j'en fais pas ». C'est pas « j'en fais pas parce que j'en ai pas les moyens », c'est « j'en fais pas parce que j'aime pas ça ». Donc, quelque part, j'aurais décidé. Dans les pratiques de randonnée, quand on déconstruit un peu les activités de randonnée, c'est plus de la balade que de la randonnée. C'est juste apprécier se balader, mais c'est pas de la randonnée comme on peut entendre au sens performance sportive de randonnée, où on va se dépasser, se surpasser, être équipé pour aller marcher. Donc voilà. Et donc elles vont participer aussi à subir les représentations et la fréquentation de leurs espaces qui sont touristiques et qui sont même des urbains de pas très loin qui viennent là pour faire du surf ou du ski, mais dont elles vont pas s'y retrouver. Et donc, qu'est-ce qu'elles font quand elles sont chez elles, quand elles ont du temps libre? Quand elles ont du temps libre, elles vont donc raconter beaucoup qu'elles font des sorties, qu'elles aspirent en fait aux sorties proches de la ville, qu'elles aspirent aux sorties juvéniles. Alors ça, c'est des choses qu'on va retrouver beaucoup dans leurs propos, à savoir aller au bowling, aller au laser game, faire du shopping, aller dans des fast-food, aller dans des cafés, aller en boîte de nuit. Alors maintenant, il n'y a plus de boîte de nuit depuis le Covid. Dans les 4 intercos, il y en a certaines qui restaient un peu survivantes. Bon, là, c'est fini. Mais voilà, il y a tout ce discours autour de la ville qui va être empreint d'écart entre j'y vais souvent et puis la dernière fois que tu y as été, c'était quand? C'était il y a quand même beaucoup plus longtemps que le souvent. Mais en tout cas, de coder en fait avec les pratiques juvéniles telles qu'elles sont attendues et telles qu'elles sont appréciées. Elles vont aussi pas mal rejoindre leurs potes dehors sur les gradins de stade. Alors là, elles en veulent beaucoup aux collectivités qui mettent des grilles sur les gradins pour pas que les jeunes aillent là-bas le soir. Voilà. Parce que du coup, ils sont obligés de franchir des grilles et y aller illégalement au risque de se faire attraper et tout ça. Elles vont au skatepark, dans les city-stades, à l'entrée ou à l'arrière de supermarchés, par exemple. Alors, tous ces endroits-là, c'est souvent parce que aussi, c'est des endroits qui, en termes de mobilité, voiture et tout ça, sont des espaces d'interaction, en fait, où les parents peuvent déposer, où les potes peuvent déposer, ou qui sont plus simples que d'autres pour y aller. Et puis, plus ponctuellement, elles vont aussi passer du temps dans les caravanes des jardins, dans des blocos quand il y en a, ou dans des lieux abandonnés, dans les maisons abandonnées qui font peur, mais dans lesquelles il y a peu de chances de retrouver des adultes et dans lesquelles on peut se retrouver entre jeunes, soit pour passer du temps, soit pour faire des fêtes, soit pour passer du temps et faire des fêtes. Sachant que ces espaces-là, ils vont être investis de manière différente la semaine, le week-end et selon les week-ends. Et puis, pas mal de temps, elles vont rester dans leur chambre ou être en famille.
Et quand elles vont être dans leur chambre, en fait, elles vont dire « ouais, je me suis posée ». Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup discuté avec elles. Qu'est-ce que tu fais quand tu es dans ta chambre? Ben, je fais rien. Alors, pour information, si à un moment vous répondez à des sociologues, quand on répond « on fait rien », c'est génial. Quand on est sociologue, on attend que les gens nous répondent « je fais rien ». Parce qu'en fait, dans le rien, il y a tout ce qu'on fait quand on fait rien. Et en fait, quand on fait rien, on fait beaucoup de choses. Écouter de la musique, c'est faire quelque chose. Regarder des tutos YouTube, c'est faire quelque chose. Monter des bijoux, c'est faire quelque chose. Discuter ou écrire un texte, c'est faire quelque chose. Enfin, voilà. Et donc, c'est toutes des activités. Recevoir une copine, voilà, regarder sur les réseaux sociaux, enfin, tout ça, discuter sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est des éléments où elles vont raconter qu'elles font rien, mais en fait, elles font beaucoup de choses. Et puis, elles vont s'investir davantage que les garçons dans les activités intergénérationnelles. Elles vont investir les lotos, par exemple, les cours de Zumba organisés par Decathlon. Elles vont, enfin voilà, utiliser aussi ces opportunités intergénérationnelles pour retrouver des copines, pour participer, pour avoir une vie locale et s'inscrire dans des sociabilités féminines. Alors, pour accélérer un petit peu et vous rendre compte un peu de cette enquête, il y a eu tout un élément qui était important sur la place de la vie conjugale, la place de la vie amoureuse dans un espace où tout se sait. Ce qu'elle raconte quand même pas mal, c'est que si pendant l'adolescence, il est acceptable, voire attendu, que de ne pas sortir avec quelqu'un au début, au fur et à mesure, tout le monde attend un peu qu'on sorte avec quelqu'un. Donc il faut être sorti au moins une fois avec quelqu'un, plutôt avec un partenaire masculin. On est dans un contexte, comme dans le reste de la France, très hétéronormatif. Mais voilà, sans forcément se caser. Et puis elles vont raconter qu'il y a des garçons avec qui on peut être et les garçons avec qui on ne peut pas être. Et donc il va y avoir des processus de classement entre les bons et les mauvais partenaires. Les bons et les mauvais partenaires en lien avec les familles desquelles ils viennent. Et puis se caser quand? C'était une vraie question parce que passé la vingtaine, il faut commencer à avoir fait l'expérience d'un couple, fait l'expérience d'une vie conjugale, en tout cas fait l'expérience d'une relation affective, sentimentale que tout le monde connaît, sur laquelle ben, voilà, on peut caler chacune et chacun. Et puis ce qu'elles vont raconter, c'est quand elles ont passé 25 ans et qu'elles ne se sont pas posées en couple, c'est des questions qui vont devenir problématiques pour elles dans l'espace local, c'est-à-dire que à force de répondre à la question « et toi, c'est pour quand ton couple ?», elles se sentent de moins en moins légitimes à aller dans les fêtes de village, à aller dans la fête de leur famille, parce que le regard, la norme est trop importante. Et ça va se renforcer quand il y a les premiers mariages, quand il y a les premiers enfants qui vont naître, où c'est de plus en plus pesant, y compris pour celles qui n'ont pas encore d'enfants, de devoir se justifier sur pourquoi pas encore en couple, pourquoi tout le temps, pourquoi. Alors, ce qui est intéressant malgré tout, c'est que derrière ces normes largement répandues, parmi les filles qui sortent avec des filles, elles n'ont pas du tout évoqué une lesbophobie particulièrement prégnante, comme certaines personnes pourraient avoir cette représentation dans les espaces ruraux. Elles vont davantage dire que les adultes pensent que c'est une passade et qu'après, elles se mettront avec des garçons. Bon, elles en rigolent, mais elles laissent penser les adultes parce que ça permet que ça passe mieux. Et puis, pour une partie d'entre elles, elles vont investir les réseaux sociaux pour pouvoir vivre leur sexualité, poser leurs questions sur les questions qu'elles ont en termes d'identité de genre ou d'orientation sexuelle, puisque c'est pas si évident que ça dans les villages. C'est comme ça qu'elles vont découvrir dans certains endroits, dans certains bourgs, des bars où elles peuvent aller avec leurs copines, par exemple, des endroits qui seraient plus friendly, qui n'ont pas pignon sur rue pour autant comme en milieu urbain, avec des drapeaux ou avec voilà, qui sont significativement codés, bien plus facilement accessibles. Voilà. Et donc, c'est par les réseaux sociaux qu'elles vont investir ces espaces-là également. Ce qui va être intéressant, enfin, sur les couples, c'est la manière dont... Alors, le fait est que dans cette enquête, il y a des filles, il y a pas mal de filles qui ont des proches à elles qui ont connu des accidents de voiture, alors que ça va être des copains, des frères, des sœurs, de la famille, des grands-pères, des grands-sœurs, des mères, des frères, des pères. Mais il y a plusieurs filles qui ont des petits copains qui ont vécu des accidents de voiture. Et en fait, en les faisant discuter sur les accidents de voiture, et notamment 2 d'entre elles, on se rend compte aussi de la place des filles. L'accident de voiture vient révéler la place des filles dans les sociabilités féminines et plus largement dans les sociabilités de village. Alors typiquement, il y en a une, en fait on aborde la question de son copain parce qu'elle a une gourmette avec un prénom de garçon, donc je lui demande c'est quoi cette gourmette, et donc elle me raconte que c'est la gourmette de son copain qui est décédé dans un accident.
et dont elle va me raconter beaucoup que ce garçon, il est mort en revenant du travail, il était épuisé, et donc en faisant référence aux cadences de travail des jeunes qui travaillent dans les espaces ruraux, alors à la fois cadence, mais aussi distance entre travail et logement, qui vont participer à l'épuisement. Et donc elle va dire, mais en fait, lui, c'est le travail qui l'a tué. Et en fait, ils étaient dans un couple, alors c'était deux enfants du coin, hein, 2 enfants du village, c'était un peu le couple d'opportunités où tout le monde projetait la réussite du village. Ben voilà, c'était le petit couple mignon. Alors, on a beaucoup parlé. Ah, mais si tu les avais vus quand il était là, oh, ils étaient tellement beaux, ils étaient tellement mignons. Oh là là. Donc voilà, oh, c'est tellement triste pour elle. Et en fait, ces jeunes, elle va être reconnue presque comme la veuve de son petit copain. Ça faisait 1 an et demi, 2 ans qu'ils étaient ensemble. Mais elle va prendre dans l'espace du village cette place-là. C'est elle qui va organiser la cagnotte des jeunes pour venir soutenir la famille, mais du coup, c'est elle qui va continuer aussi d'être investie dans la famille de son copain qui est décédé. Elle va continuer d'aller voir la mère de son copain, et elle a hérité de la gourmette, signifiant clairement qu'elle avait une place dans cette famille-là. Et au moment du décès, au moment de l'enterrement, elle était sur le même rang que la maman. Et donc, elle va être largement accompagnée par les gens du village, par toutes les générations, par les hommes, par les femmes, comme... Ben voilà, elle va être entourée à ce moment-là. Et dans un autre village, alors pas du tout dans la même interco pour cet exemple-là, mais dans un autre village, il y a une fille dont le petit copain meurt également dans un accident de voiture, lui à la sortie d'une boîte de nuit, et alors c'était son petit copain, mais avec qui elle avait déjà 2 enfants, et le fait qu'il meure dans un accident de voiture à la sortie de la boîte de nuit, ça a été un peu le couperet final, à savoir que on m'a raconté, alors d'une part, c'était pas un gars du coin, et puis ça, elle le dit bien, hein, c'est un garçon qu'elle avait rencontré l'année où elle a décidé de partir du village à 16 ans parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle est partie dans une cité HLM du 94 en Île-de-France. Pendant 1 an, elle est revenue enceinte avec un garçon noir. Donc ça faisait un peu beaucoup pour le village. Et en fait, lui, il a continué de beaucoup sortir sans se faire vraiment des copains. Alors il a été codé comme le mec qui ne veut pas travailler. En fait, c'est surtout le mec qui n'avait pas de réseau pour trouver du travail aussi, parce qu'il faut du réseau pour trouver du travail. Et donc, voilà. Et donc, il va fréquenter pas mal les bars et la boîte de nuit. Et ce soir-là, il a trop bu, il rentre avec le frère de cette fille-là, et tous les 2 meurent dans l'accident de voiture. Et en fait, les filles vont lui reprocher, et les adultes vont lui reprocher, enfin, le village va lui reprocher de ne pas avoir su tenir son homme. Et ça, c'est une expression qui est très forte, parce que je l'ai entendue par elle et je l'ai entendue par les autres, hein, qui m'ont dit que ça ne servait à rien que j'aille l'enquêter. Elle n'a pas su tenir son homme, et c'est à cause d'elle que la boîte de nuit, elle a fermé. Parce qu'après, il y a eu toute une enquête judiciaire, et la boîte de nuit a fermé temporairement. Et en fait, elle s'est retrouvée très isolée, isolée du reste des filles de son âge, isolée du reste des gens du village. Elle a dû faire l'enterrement toute seule, où elle dit que les gens sont venus voir, mais pas la soutenir. Et donc, quelque part, ne validait pas du tout la relation amoureuse, ne validait pas du tout la relation conjugale qu'elle avait, et viennent l'exclure finalement des femmes du village. Et donc, depuis, elle est en satellite. Elle a beau être mère, et donc potentiellement avec les sociabilités parentales dont elle pourrait bénéficier, et dont elle ne bénéficie pas, parce qu'elle n'était pas avec le bon compagnon, parce qu'elle n'était pas avec avec un gars qui pose problème. Et donc, toute cette question de la vie amoureuse, de la vie sexuelle, de la vie affective, elle se retrouve en fait dans plein de moments dans les entretiens, parce qu'en fait, elle imprègne aussi la question du travail, elle va imprégner la question du logement, de la cohabitation, de la décohabitation, mais du coup, elle va aussi intervenir de manière un peu plus originale quand on parle des accidents de voiture, par exemple. Pour aller très rapidement, et pour avoir du temps pour discuter ensuite, ce qui était important, et c'est quelque chose que j'ai commencé à dire tout à l'heure, mais ce qui est important de se rappeler, c'est que les filles, elles vont beaucoup dire que ce qui est important dans les espaces ruraux, c'est de s'adapter et de faire avec. Alors, il y a s'adapter et faire avec, et la 3e expression, c'est ici, si tu n'as pas de réseau, tu n'as rien. Alors, on ne parle pas du Wi-Fi. Hein. Ça aussi, le Wi-Fi, si tu n'as pas de Wi-Fi, tu n'as rien. Enfin, si tu n'as pas de 4G, tu n'as rien. Mais si tu n'as pas de réseau, au sens si tu ne connais pas des gens, c'est très compliqué. Et notamment en matière d'emploi et d'emploi local, elle pointe clairement les enjeux autour du réseau de connaissances, alors que ça passe par les parents, que ça passe par les profs, que ça passe par
un biais ou un autre, il faut avoir du réseau. Et typiquement, les filles du coin, et notamment celle qu'on va appeler la petite Dupin et que tout le monde appelle par son patronyme, dont le père travaille au Super U, la petite Dupin, en fait, elle va à peine avoir besoin de postuler quand il va y avoir besoin d'un renfort au Super U, parce qu'en fait, au Super U, on pense déjà à elle. Mais c'est pas ta fille, finalement, elle n'a pas l'âge maintenant, ça serait pas intéressant pour elle de... Et en fait, elle va squeezer complètement les opportunités des autres, puisqu'elle est déjà dans des réseaux de sociabilité professionnelle par ses relations parentales. Du côté du reste des réseaux, par exemple, on va avoir... alors, il n'y a pas que le Super U qui va fonctionner comme ça, il va y avoir l'EHPAD, enfin, tous les lieux de travail vont fonctionner beaucoup par réseau et par effet d'interconnaissance. Du côté des emplois dans lesquels elles vont postuler, au même titre que le reste des femmes en milieu rural, elles vont être embauchées dans des emplois en CDD, donc en contrat à durée déterminée, à temps partiel subi. Donc en vrai, c'est pas parce qu'elles sont, enfin, elles n'ont pas choisi d'être à temps partiel, elles font avec, à horaire de travail fractionné, mais qui vont être considérées comme déjà des chances et des opportunités de pouvoir travailler. Dans des contextes où l'emploi est plutôt rare pour les femmes dans les espaces ruraux, le fait de travailler est considéré déjà comme une chance, sur laquelle une partie des employeurs, pas forcément tous, mais une partie des employeurs jouent bien et donc vont fractionner le travail, y compris en rendant impossible la faisabilité de rentrer chez soi pendant les pauses. Alors typiquement, il y a une fille comme ça qui raconte qu'elle est embauchée depuis peu au Carrefour City du centre-bourg. Donc elle est hyper contente parce que c'est dans le centre-bourg, parce qu'elle peut y aller à pied, elle met du temps mais elle peut y aller à pied. Et c'est quand même le Carrefour City. Et elle est embauchée en fait à 7 h. Elle a une petite fille, elle est toute seule avec sa fille. Et elle est embauchée à 7 h. Et puis elle débauche, alors je crois à 13 h. Elle réembauche à 15h30 et elle débauche à 19 h. Autant vous dire que les heures scolaires ne sont pas du tout couvertes. Voilà, et qu'elle a la pause au moment où sa fille est à l'école. Du coup, elle est contrainte de s'organiser avec les voisines, avec les voisins, pour pouvoir faire garder sa fille, mais pour pouvoir travailler. Et en même temps, elle dit bien que dans l'espace de pause, elle n'a pas le temps ni pour vraiment se reposer, ni pour faire autre chose. Et donc, ces pauses-là, ce temps fractionné, il est assez complexe. Alors, pour les filles qui sont à l'usine, elles vont se retrouver, par exemple, dans les voitures, devant YouTube, à plusieurs dans une voiture pour rigoler et passer du temps ensemble quand il pleut. Quand il fait beau, elles vont rester autour. Mais vu le coût de l'essence, elles ne vont pas forcément rentrer, repartir, parce que ça coûte cher. Alors que, typiquement, dans le village où j'étais la semaine dernière, il y a un village où il y a 2 usines. Dans les 2 usines, les femmes que j'ai pu rencontrer, qui habitent sur le village, elles font l'aller-retour. Elles ont 1h15, mais elles mettent entre 10 minutes et 20 minutes, et elles font l'aller-retour pour rentrer chez elles. Ça leur permet, comme elles disent, comme elles disaient la semaine dernière, je fais ma lessive, je prépare le repas pour le soir, et puis je fais un peu de mon ménage, et voilà. Alors ma lessive, mon ménage, ça dit beaucoup de choses sur aussi le partage des tâches domestiques. Voilà. Et puis, les filles, elles vont aussi être embauchées sur les emplois saisonniers. Alors, dans les emplois saisonniers, et c'est là où on va voir tous les enjeux entre l'affichage du tourisme est une opportunité à la réalité du tourisme pour les filles de milieu rural de classe populaire, puisque, je vais vous prendre un exemple très concret, je rencontre donc une jeune fille qui va être embauchée dans le camping. Donc, je la vois au mois de mai, au mois de juin. Au mois de juin, elle est super contente, elle va être embauchée au camping 10 jours plus tard. Moi, je n'ai pas enquêté pendant l'été exprès, pour pas me retrouver avec les histoires sur le tourisme. C'était pas une enquête sur le tourisme. Et donc, elle me dit, ouais, j'ai commencé à noter sur une feuille tous les endroits où je pourrais dire aux gens d'aller voir. Et puis, ce qui est bien dans le coin, même si je ne suis pas allée, je sais que c'est bien, tout ça, tout ça. Donc, elle s'est fait son petit guide touristique perso pour conseiller les gens, parce que c'est une fille qui a grandi là et elle en est contente. Et puis, en fait, quand je reviens, alors je crois que c'était mi-septembre, fin septembre, on discute un peu de ce qu'elle a fait. Et en fait, elle s'est retrouvée au sanitaire du camping. Et que c'est une fille de la ville qui a postulé et qui est venue parce qu'elle a les codes, en fait, des urbains, elle a les codes des touristes, elle a le capital scolaire, le capital social, le capital économique du point de vue de l'employeur pour communiquer avec les touristes. Et donc, c'est elle qui s'est retrouvée finalement en frontal avec les touristes. Et la fille que j'ai rencontrée, moi, qui vient du village, elle s'est retrouvée au sanitaire à nettoyer. Donc, elle me dit, oui, mais j'ai quand même eu de la chance, j'avais du travail. Et donc, après, on discute un peu sur les salaires. On a pas mal discuté salaire avec les filles. Et donc, elle me dit, oui, mais tu comprends, la saison n'était pas facile, donc du coup, j'ai pas eu tout ce que j'aurais dû, mais c'est déjà bien, j'ai eu 800 €. Donc, je dis, oui, très bien, mais toi, tu as travaillé combien de temps? Est-ce que tu as travaillé tout ton temps ou est-ce qu'il t'a libéré le reste du temps?
Elle me dit, ah, non, non, moi j'étais au camping et tout, parce qu'au cas où, on ne sait jamais, puis j'avais du boulot, tout ça. Et en fait, au fur et à mesure de cette enquête, j'ai réussi à dresser la liste des mauvais employeurs, des employeurs véreux, de ceux qui exploitent en fait une partie de la jeunesse qui a besoin de travailler et qui est prête à tout pour travailler, contrairement aux représentations un peu médiatiques d'une partie des politiques sur la jeunesse qui ne voudrait plus travailler. Après, il y a des élus qui m'ont demandé de donner cette liste des employeurs véreux. J'ai dit que si moi, en tant que sociologue, j'avais réussi en 2 ans à faire la liste, ils étaient bien capables de savoir qui c'était. Pour le reste des filles que j'ai pu rencontrer, l'essentiel des emplois dans lesquels elles vont embaucher, c'est dans des postes d'ouvrières à l'usine, de vendeuses, d'aide à la personne, d'assistantes maternelles, ou encore elles vont travailler dans les EHPAD. On va retrouver une forte aspiration pour les métiers tournés vers la sécurité et l'armée, pour une partie d'entre elles. Alors, c'est pas sans lien avec le fait que l'armée recrute, si quelqu'un a raté cette information depuis 10 ans, voilà. L'armée recrute et l'armée démarche, en fait. L'armée démarche, l'armée fait des prospectus, et l'armée démarche sans condition de diplôme. Enfin, affiché. Après, c'est plus compliqué. Donc voilà. Et donc, elles vont aussi se tourner vers les métiers qui recrutent, et pas forcément parce que c'est la sécurité, mais c'est aussi parce que ça recrute, parce que c'est des postes de fonctionnaires, parce que ça permet aussi une certaine forme de stabilité professionnelle, et puis de notoriété, de respectabilité locale. Et puis, bien évidemment, tous les métiers liés à l'aide à la personne, puisque socialisées comme toutes les femmes au travail du care et à l'attention à l'autre, eh ben, elles aiment les enfants, comme elles disent, ou encore, voilà, elles savent faire. Donc, elles donnent des coups de main en permanence, et je finirai par ça. Il y en a quelques-unes qui veulent être leur propre patronne, et ça, c'est quelque chose qu'on va voir, voilà. C'est aussi une manière de composer sans l'emploi disponible, mais c'est aussi une manière de pouvoir essayer de s'en sortir avec tous les aléas quand ça ne fonctionne pas, d'avoir échoué sur toute la ligne et de devoir se reconstruire avec le fait d'avoir échoué. Et puis, il y en a quelques-unes voilà, elles disent toujours qu'elles sont obligées de construire un discours autour de partir ou rester. Alors, voilà, partir pour trouver un emploi intéressant et payé. Certaines se sentent contraintes d'être obligées de partir pour trouver ce boulot-là, en lien avec leurs études. D'autres font la concession des études et disent moi, j'avais été formée vers ça, mais finalement, je vais aller par là. Et puis, pour celles qui sont parties, un retour qui est difficile quand elles se retrouvent à revenir habiter dans le village et pas juste revenir le week-end ou pour les fêtes et tout ça, parce qu'il faut retrouver des sociabilités desquelles elles sont parties et desquelles elles vont se retrouver à être montrées du doigt. Et en fait, elles vont reconstituer des groupes entre elles de celles qui ont fait l'expérience de partir ailleurs et recomposer finalement, et elles s'en rendent compte un peu rétrospectivement, de dire « Ah, mais c'est vrai, moi, dans mon groupe maintenant, les filles avec lesquelles je suis, elles ont toutes fait l'expérience. » Tandis que les autres qui sont restées là tout le temps, en fait, on leur dit bonjour et tout ça, mais on a perdu un peu, il y a quelque chose qui s'est cassé. Donc, c'est des éléments qui sont importants à garder en mémoire et qui sont importants à garder en mémoire parce qu'ils sont davantage spécifiques aux femmes qu'aux hommes. Je finirai par là parce que je pense que c'est important. Un truc qui est spécifique aux jeunes femmes que j'ai pu rencontrer, c'est l'invisibilisation collective du travail des femmes et de la participation des femmes dans les espaces ruraux. Alors, d'une part, parce que, alors comme je l'ai dit, il y a des spécificités aux jeunes femmes qui vont participer à la vie locale. Il faut avoir des ressources familiales, faire partie de familles reconnues, avoir des parents investis dans les activités culturelles ou sportives locales. Faut être légitime pour s'investir, pour y participer. Et derrière, ça ne va pas forcément être reconnu comme des formes de participation. Une des grandes questions en ce moment des politiques publiques, c'est l'engagement des jeunes. Elles ne vont pas être considérées non plus comme des filles qui s'engagent. Elles ne vont pas non plus être reconnues comme des filles qui s'engagent quand elles vont donner des coups de main parce que c'est normal. Alors, elles vont donner des coups de main auprès de leurs proches, notamment auprès de leur famille, mais elles font aussi donner des coups de main pour la fête de village. Et alors, pour moi, le moment le plus symptomatique des fêtes de village, ça a été, et je l'ai observé plusieurs fois, ça a été le moment où le maire, et c'est arrivé avec une maire une fois aussi, mais quand le maire fait un discours voilà, d'inauguration de la fête de village, de démarrage de la fête de village, où il va nommer les garçons qui ont participé à monter les barnums. Donc, alors, je vais dire, il y a Tom et il y a Max, et donc il va remercier Tom et Max d'avoir monté les barnums sans qui cette fête n'aurait pu avoir lieu. Et puis, à côté de ça, ça va s'arrêter là, et puis il va dire « bonne fête à tout le monde ».
Et puis moi, je me suis rendu compte qu'en fait, les femmes, ça fait 3 jours qu'elles passent du temps à préparer la fête, à préparer les repas, qu'elles ont passé l'après-midi entière, notamment à m'expliquer ce que c'était qu'un chemin de table, parce que je ne savais pas ce que c'était qu'un chemin de table et mes tantes m'ont détesté de ne pas savoir. Mais voilà, qu'elles ont choisi les couleurs et tout ça, et que tout ça, c'est du travail. Mais en fait, c'est l'extension du travail domestique qui n'est pas reconnue comme du travail. Donc, il n'y a pas besoin de féliciter un travail qui fait partie d'une activité dont on ne remercie jamais finalement au quotidien non plus, l'activité. Sauf que quand c'est public, c'est encore plus frappant. Puisque quand on donne un coup de main, on ne participe pas, on ne s'engage pas, on n'est pas un élément finalement de reconnaissance et de visibilité, de participation à la réussite d'un événement collectif. Les filles, elles vont dépanner, alors pas mal dépanner dans la garde des enfants, mais aussi dépanner dans la garde des personnes âgées, dépanner dans la fabrication des repas ou aller vérifier que mamie machin a besoin de rien, y compris quand c'est pas sa propre mamie. Et donc, c'est des choses qu'on va voir en permanence dans les 4 espaces ruraux, enfin dans les 4 intercos où j'ai pu enquêter. Et il y en a quelques-unes qui vont s'imposer dans la vie locale et investir des bastions masculins coûte que coûte. Alors, il y a celles qui vont monter leur activité. Typiquement, il y en a une qui a monté un bar contre vents et marées, à qui on a expliqué que bar, elle ne saurait pas faire avec les problèmes d'alcool des hommes, que ce n'était pas vraiment un espace pour les femmes toutes seules que de monter un bar, et puis qu'elle ne connaissait pas encore bien le coin. Alors, elle a grandi dans l'interco, mais pas dans le bon village où il y avait le bar à vendre. Et ça a été très compliqué pour récupérer en fait la licence du bar et pour avoir le droit de reprendre le bar, parce que ça a été vraiment en friction. Il n'y a personne qui voulait le reprendre, mais dans le village, ça a beaucoup discuté de « mais s'il n'y a personne, est-ce que vraiment c'est à elle qu'on va le redonner ?» Donc finalement, elle l'a investi, c'est pas facile, mais aux dernières nouvelles, elle le tient encore, mais c'est compliqué. Il y en a certaines qui vont devenir pompiers, alors souvent issues de familles de pompiers, et qui vont investir aussi des bastions masculins chez les pompiers, qui vont acquérir des formes de respectabilité aussi parce qu'elles sont pompiers, même s'il y a une partie des pompiers masculins qui vont leur dire « ouais, mais c'est bien qu'elle soit dans l'équipe, parce que quand même, des fois, il faut faire un peu la psychologue, alors au moins elle est là. N'empêche qu'elle est aussi là quand il faut porter des gens, quand il faut... s'il y a un arbre ou quand... Enfin voilà, le travail de pompier, quoi. Mais voilà, elles vont investir des bastions masculins qui sont encore considérés comme ça par tout le monde. Et puis, elles vont venir essayer de contredire les stéréotypes en disant, notamment, il y en a une qui m'a dit « mais moi, j'aime pas les enfants et je veux pas m'en occuper ». Et c'est pas évident quand on est une femme de dire « moi, j'aime pas les enfants ». Et alors encore plus de dire « moi, je veux pas m'en occuper ». Et donc, elle a beau essayer de trouver du travail et qu'on la renvoie toujours au boulot qu'il y a là, au moment où je la rencontre, il y a pas mal de babysitting et tout ça, et elle ne veut pas faire ça. Et elle lutte contre tout pour ne pas faire du babysitting. Et c'est pas évident. Et voilà. Et puis après, il y a toutes les filles qui ne participent pas à tous ces trucs-là et qui sont toutes les filles dont on parlait tout à l'heure, qui sont les plus précaires des filles de milieu populaire, qui sont celles issues des familles à problème, qui sont celles qui ne vont pas finalement bénéficier d'un entre-soi et qui vont devoir passer par les procédures de candidature, voilà, et qui vont être plus corvéables que les autres aux emplois disponibles. Donc, pour conclure, cette enquête, en fait, elle montre en fait une imbrication des inégalités dans les conditions de vie des jeunes femmes dans les espaces ruraux, avec lesquelles elles composent, avec lesquelles elles s'adaptent et avec lesquelles elles font avec lesquelles elles trouvent de la ressource aussi pour les contredire, pour se construire. Donc il y a des inégalités territoriales du côté de l'éloignement. Elles doivent faire avec des mobilités qui sont plus freinées pour elles que pour leurs alter ego masculins. Elles ont moins souvent les 2 roues que les garçons. Quand elles ont un 2 roues, il a moins de capacité, il est moins puissant. Quand elles ont leur permis de conduire, elles n'ont pas la voiture de la grand-mère ou de l'oncle qui va aller avec, alors que leurs alter ego masculins bien plus souvent. On a construit l'espace de la route comme étant un espace dangereux pour les filles, collectivement, alors que ce soit dans les accidents de la route, mais que ce soit aussi dans les rencontres qu'on pourrait faire sur la route, avec les spectres de joggeuses qui seraient kidnappées et ou torturées et ou violentées sexuellement. Voilà, qui vont participer aussi aux enjeux de mobilité et de représentation de l'espace extérieur. C'est aussi des filles qui doivent composer avec des lieux de sortie qui sont relativement loin, avec
la contrainte de se justifier ou d'argumenter de pourquoi j'ai envie d'aller là-bas, qui sont contraintes aussi quand elles ont des voitures et tout ça, de se justifier à elles des choix entre un déplacement parce que j'ai pas le choix et un déplacement parce que j'ai envie, et que j'ai envie passera toujours après le j'ai pas le choix. Donc typiquement aller chez le médecin, j'ai pas le choix, aller avec des copines au bowling, j'ai le choix, donc pas forcément. Et donc les contraintes économiques vont faire qu'elles vont tout le temps hiérarchiser aussi les opportunités, et elles vont largement faire part de l'éloignement des services publics, y compris les services de santé. Et dans les services publics, elles vont mettre au même niveau la boulangerie, la poste, et ça les plus jeunes notamment, la boulangerie, la poste, le gynéco, là où on peut faire sa carte d'identité, Pôle emploi, la mission locale, enfin voilà, ça va être un ensemble de services publics de proximité qui vont être renvoyés dans les services publics. C'est une vie qui est marquée aussi par des fortes inégalités sociales, puisqu'il y a une précarité des conditions de vie qui est objective et qui est objectivable aussi dans leur rapport à la ville. Elles ont une aspiration pour la ville et en même temps, dès qu'elles vont fréquenter la ville, elles se rendent compte qu'il y a des gros clivages économiques. Elles ont l'impression qu'on peut savoir à peine elles arrivent qu'elles viennent de milieu rural, à leur manière de parler, à leur manière de marcher, à leur manière de se vêtir. Mais en fait, c'est davantage à la manière dont on est perdu dans une ville, dont on va regarder les bâtiments, dont on va se comporter dans la ville, qui va trahir le fait qu'on n'en vienne pas. Et puis, elles vont devoir faire avec les inégalités de genre. Elles font l'expérience du sexisme dans le sport, dans les familles, dans les loisirs, dans leur groupe de pairs, au travail. Et elles vont avoir un rôle de pilier et de soutien familial qui pèse parfois. Et ce rôle de pilier et de soutien familial, il est important parce qu'il n'a pas d'équivalent chez les garçons. C'est elles qui vont venir en aide de leur mère quand il y a des petits, notamment pour la gestion des repas ou pour les devoirs scolaires, et qui, quand elles vont partir à l'internat, le départ à l'internat vient complètement déséquilibrer l'organisation domestique. Alors quand les mères sont au 3-8 par exemple, le départ à l'internat peut être complètement compliqué à gérer. Donc c'est des choses qu'il faut accompagner en collatéral, c'est-à-dire voilà, voir comment l'équilibre peut se recomposer si la fille aînée, par exemple, part du lundi au vendredi de la maison. C'est des femmes qui se sont construites avec le discours d'être immobiles, et pourtant, moi, c'est ce que je leur ai raconté, parce qu'après, on en a fait pas mal de restitutions, on a beaucoup discuté des résultats avant que ça devienne un rapport de recherche, avant que ça devienne un ouvrage, avant, on en a fait une pièce de théâtre, on en a fait, enfin voilà, pour chacune, s'approprie les résultats. Et en fait, elles sont beaucoup plus mobiles que ce qu'elles ont l'impression et de ce qu'elles disent. Elles sont tout le temps en train de bouger, en fait. Elles sont tout le temps en train de bouger partout, entre aller à l'internat, aller au lycée, aller chez machin, aller dans la famille, aller au bourg, aller au travail, aller voir un copain, aller voir son petit copain, aller voir une copine. Enfin, elles vont, en fait. Mais elles se construisent avec l'impression que les filles de milieu rural... Alors, c'est un truc qu'on dit beaucoup en Bretagne, c'est des berniques accrochées à leur rocher. Donc les berniques, c'est des coquillages qui sont hyper difficiles à enlever. Mais en fait, c'est des berniques qui sont hyper mobiles. Donc voilà. Un autre élément qui sort beaucoup de cette enquête, c'est par rapport à leur mère et à leur grand-mère. C'est les mères qui ont réussi à transmettre l'importance de l'indépendance économique pour les femmes dans la vie quotidienne. Et donc, toutes les filles que j'ai pu rencontrer aspirent à une indépendance économique très forte. Donc, à avoir leur propre salaire, à gagner leur vie et pas à vivre parce que leur conjoint a un emploi. Il y en a certaines qui se retrouvent dans ces configurations-là, mais qui sont moins des choix que des circonstances. Le fait de pas avoir d'emploi disponible fait qu'on va faire avec. Mais pour autant, elles ont un discours sur l'indépendance économique très importante, et notamment parce que le fait de la séparation conjugale fait partie de l'univers des possibles, tandis que pour leur mère, c'était bien plus compliqué à concevoir. Elles vont parfois reprocher à leur mère de ne pas s'être séparées, par exemple. Et puis, un dernier élément, c'est des filles qui vont se construire avec une proximité forte avec leur famille. La place de la famille est très importante dans les entretiens, dans les récits, dans la vie quotidienne. Et surtout, la relation mère-fille est extrêmement importante à ces âges de la vie et va être structurante sur la manière dont elles vont pouvoir partir ou rester, se construire dans le discours partir ou rester, mais aussi travailler où, travailler pourquoi, travailler quand et travailler auprès de qui. Donc voilà un petit peu très rapidement, mais même si c'était long,
toute la présentation de cette enquête telle qu'elle a pu être, et qui depuis a été présentée dans les 4 intercos et un peu ailleurs, et qui a été qui a fait l'objet de beaucoup de discussions avec les filles avant d'arriver à ces résultats que je vous présente aujourd'hui. Voilà.